le deuxième était Ça y est mes petits loulous, ça fait 1 an que vous suivez les news du Commodore 64 sur votre chaîne YouTube préférée, Commodore 64 Mania pour ne pas la citer. 1 an que tous les mois je fais mes investigations pour vous trouver toutes ces petites pépites de la scène homebrew du C64. Merci à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre et à apprécier ce genre de vidéos sur ma chaîne. Et grâce à vous mes petits loulous, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. Alors merci, merci, merci. Le 27 et 28 novembre, je suis allé à l'AC, une convention rétro gaming à ma grande joie, très orientée micro-ordinateur, qui a eu lieu dans le village de Congy-sur-Thérouanne en Seine-et-Marne. C'est l'association RGC qui a organisé cet événement et croyez-moi, c'était vraiment excellent. À la fin de cette vidéo, juste avant la démo mensuelle du C64, vous pourrez voir un petit aperçu de cet événement génialissime. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les news du Commodore 64 11e édition. Vous rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps dans les news de septembre, je vous avais parlé d'Hunchback Redux, le fameux retour de Quasimodo dans une toute nouvelle version du célèbre opus d'Océan sorti en 1983. Eh bien Robert Wilson, qui est le développeur d'Hunchback Redux, est en train de nous préparer, à l'occasion des fêtes de Noël, un autre jeu dans lequel notre bossu devra, à l'aide des plateformes, collecter des étoiles et autres objets de Noël tout en évitant les vilains elfes. Pour l'instant, 4 niveaux ont été implémentés, mais il est prévu d'en ajouter davantage. Il y a encore beaucoup de travail à faire, comme par exemple la musique et les effets spéciaux, ainsi que toutes les routines qui vont relier les niveaux entre eux, les séquences de game over et la routine des meilleurs scores pour la page de présentation. Le jeu final devrait sortir sur la page itch.io de Robert la veille de Noël pour la version PAL du C64. Une version NTSC sortira ensuite, ainsi qu'une version pour Commodore 128. Le jeu sera proposé à un prix entre 1 livre 99 et 2 livres 99. Malheureusement, une version démo avec le premier niveau devait être inclus dans la disquette en version démat qui accompagnera Zap 64 Annual 2022, mais dans un mail de dernière minute, Robert m'a confié qu'il avait dû réécrire le code du jeu pour pouvoir ajouter plus de sprites à l'écran et que de ce fait, il ne serait peut-être pas prêt à temps pour que la démo de son jeu soit présente dans la compilation. Tant que j'y suis, j'en profite pour vous donner des news de Hunchback Redux. Et bien sachez qu'une grande partie du code de Quasimodo Christmas Caper sera intégrée dans Hunchback Redux. En effet, à la fin de chaque niveau de ce dernier, il y aura une scène de plateforme à l'intérieur de la tour principale où Quasimodo devra éviter les chevaliers pour atteindre la cloche et la faire sonner. Pour résumer, Quasimodo's Christmas Caper a servi à Robert pour tester et peaufiner ses routines de codage et préparer l'intégration des niveaux de la tour dans Hunchback Redux. Ingénieux, non ? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a déjà quelques temps, je vous avais parlé du remake de Supremacy, un superbe jeu de stratégie en temps réel développé par Probe Software et publié conjointement par Virgin Games et Melbourne House en 1991 sur Commodore 64, entre autres.
C'est le très talentueux Joren Tell qui composa la musique du jeu pour la version C64 qui pour moi est une des plus belles musiques de jeu jamais réalisées sur cette machine. Et c'est 30 ans plus tard que le groupe XS, qui fête lui aussi ses 30 ans d'existence, nous propose aujourd'hui une toute nouvelle version de ce formidable jeu, rebaptisé pour l'occasion Supremacy édition 30e anniversaire. Le jeu se déroule dans l'univers d'Epsilon et pour résumer, vous allez devoir coloniser des planètes afin de bâtir un empire galactique et détruire les 4 races rivales ayant chacune leur propre système planétaire et qui n'attendent que vous pour en découdre. Les 4 leaders de chaque race sont Wotox, qui commande un peuple primitif sans cervelle ressemblant à des gorilles verts, Smines, qui est à la tête d'une armée de créatures très étranges ayant des pouvoirs télépathiques, Krart, qui est le chef d'un peuple reptilien disposant d'une force physique colossale et d'une ruse redoutable, et enfin Rorn. Mais on ne sait vraiment peu de choses sur lui, son peuple et l'histoire de son univers, car il est caché derrière un dispositif de camouflage extrêmement puissant. Quelques espions ont néanmoins réussi à pénétrer dans sa base et voici ce qu'ils ont rapporté. Rorn serait un être impressionnant. Un être dans le sens où il n'est pas une créature vivante mais plutôt une sorte d'être transdimensionnel, une sorte de dieu personnifié dans le mal. Il ne fait aucun doute que Rorn est l'entité la plus puissante jamais rencontrée. Ceci me donne froid dans le dos, mes petits loulous. Oh là 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 là. Oui, oh. La version d'époque du C64 avait été adaptée depuis la version originelle de l'Amiga. Les développeurs avaient dû malheureusement retirer pas mal de choses pour que le jeu puisse tourner sur notre bon vieux 8 bits. Supremacy devait sortir à la fois sur disquette et cassette. Il fallait donc que le jeu puisse tenir sur ces deux formats et qu'il soit aussi jouable que la version Amiga. Le jeu a donc été sérieusement amputé de certaines parties graphiques et notamment celle de la séquence d'introduction. XS a réussi un véritable tour de force en réussissant à intégrer tout ce qui manquait à la version Commodore 64. La séquence d'intro, les animations, mais aussi, et ce n'est pas du luxe pour un jeu de ce genre, la prise en charge de la souris. Le jeu est disponible sur le site csdb.dk au format CRT compatible avec la cartouche Kung Fu Flash et 1541 Ultimate 2. Le lien de téléchargement vous attend dans la description de la vidéo. Quelques nouvelles images de Wolfling Reloaded, dont la sortie était prévue à l'origine pour la fin de l'année 2021 et qui va être retardée au deuxième semestre de l'année 2022. Même si Mathias a beaucoup avancé dans le développement de son jeu, notamment au niveau du level design, qui était la grosse partie du jeu et qui est à présent terminé, et même si de grandes parties de la carte du jeu sont jouables, il y a encore beaucoup de travail à effectuer avant que le jeu soit complètement terminé, sans parler des phases de bêta-test qui peuvent prendre aussi beaucoup de temps, mes petits loulous. Mathias prend le temps pour développer son jeu et il a bien raison, croyez-moi. Wolfling Reloaded sera édité en boîte cartouche par RGCD en 2022, bah voilà.
Si vous êtes un inconditionnel de Boulder Dash, alors cette news va sûrement vous faire plaisir puisqu'une nouvelle édition de Boulder Dash Junior est fraîchement arrivée. Dans ce 6e opus, il y a plein de nouveaux niveaux, tous plus dingues les uns que les autres. Moi personnellement, j'ai toujours aimé jouer à Boulder Dash, mais j'avoue que la difficulté des niveaux m'a toujours vite rebuté et j'ai souvent très rapidement abandonné. Je me rappelle de certains niveaux dans Boulder Dash 1 que je n'ai jamais réussi à terminer. Dans Boulder Dash Junior 6, je n'ai pas trouvé autant de difficultés que dans les versions officielles et tant mieux. Je dirais même que j'ai pris plus de plaisir à jouer à cette version proposée par Raiders of the Lost Empire qu'avec celle d'origine. Les niveaux sont vraiment super bien pensés. Et on se demande toujours comment on va faire pour passer au suivant tellement certains m'ont laissé perplexe. Puis au final, on y arrive et on avance et on se surprend à progresser. Voici donc un très bon Boulder Dash avec plein de nouvelles galeries à explorer. Le jeu est disponible sur csdb.dk. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de la vidéo, mes petits loulous. Vous prenez un récipient, vous versez dedans 250 g de Wizard of War, vous ajoutez ensuite 200 g de Pac-Man, vous mélangez le tout et pour obtenir un mélange homogène, vous incorporez très délicatement quelques gouttes d'extrait de Commodore 64, tout en continuant bien évidemment avec amour de mélanger le tout. Vous obtiendrez, si la magie a fonctionné, un nouveau jeu vidéo hybride à mi-chemin entre Wizard of War et Pac-Man. Mes petits loulous, je vous présente Pac-War, un jeu de Pac-Man qui se déroule dans l'univers de Wizard of War. Mais qui aurait pu croire un jour qu'une pareille bizarrerie aurait pu arriver ? En tout cas, merci à Chris Z qui est le créateur de cette improbable recette. Pac-War est donc un jeu de Pac-Man dans lequel les fantômes ont été remplacés par le loup Burr-War, le T-Rex Gar-War et le scorpion Thor-War. Ces créatures se déplacent dans le labyrinthe différemment des fantômes du classique Pac-Man et ne semblent pas être dotés de la même intelligence artificielle. Ils ont gardé le système de déplacement utilisé dans Wizard of War. Le terrain de jeu étant assez petit, le niveau de difficulté reste tout de même assez élevé. On se retrouve très souvent coincé entre deux monstres et c'est la mort assurée, et à la différence de Pac-Man, vous n'aurez droit qu'à une seule super Pac-Gomme par niveau. Mais ce qui est vraiment génial dans Pac-War, c'est que l'on peut y jouer à deux en même temps en coopération. Et il faut bien l'avouer que c'est vraiment très sympa. Pac-War est un jeu gratuit disponible sur csdb.dk. Et vous savez quoi ? Eh bien le lien est dans la description de la vidéo. Mes petits loulous, comme d'habitude enfin. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un nouveau Street Fighter 2 qui va bientôt débarquer sur Commodore 64. Alors préparez-vous pour un combat sans merci contre les personnages emblématiques de la licence de Capcom. C'est Paco, un Espagnol passionné qui a eu un Commodore 64 dès l'âge de 7 ans et qui est tombé littéralement amoureux de cette machine qui a réalisé ce jeu. De nos jours, si Paco travaille dans l'informatique, c'est bien grâce au C64.
Mais revenons un peu en arrière, plus précisément en 1993, quand il a eu la version officielle US Gold de Street Fighter 2. Conscient des limites techniques du Commodore 64 et que c'était un jeu difficile à adapter sur notre petite machine 8 bits, il fut malgré tout très déçu par cette conversion et était convaincu que les choses auraient pu être mieux faites. J'ai fait quelques petites recherches sur le pourquoi du comment et sans grande surprise, James McDonald, qui était le développeur de cette version, a confié au site Games at Warrant que les délais imposés par US Gold pour réaliser le jeu étaient extrêmement serrés car il voulait profiter au maximum des derniers mois de vie commerciale du Commodore 64. Et pour couronner le tout, environ aux 3/4 du développement, il y a eu du changement dans la direction et il a été décidé de laisser tomber le graphiste d'origine et d'employer quelqu'un d'autre qui a dû tout refaire complètement. Au final, les graphismes étaient mauvais et avaient tellement retardé le développement que le jeu arrivait à la date de bouclage pour partir en duplication avant qu'il ne soit terminé. C'est juste au dernier moment que James a finalement pu intégrer une nouvelle fonte graphique qui n'était que des portages rapides en très basse résolution de la version PC. Le master du jeu a pu finalement sortir quelques heures plus tard et produit en masse pour devenir la pitoyable version que l'on connaît. Et on dit merci qui? Non, pas merci Jackie et Michel, mais plutôt merci US Gold. Il y a quelques années, Paco a commencé à apprendre l'assembleur sur C64 et au fur et à mesure qu'il arrivait à afficher des graphismes bitmap et à déplacer des sprites à l'écran, lui vint l'idée de faire de sa propre conversion de Street Fighter 2 un exercice d'apprentissage et aujourd'hui, il est sur le point de le terminer. Pour les graphismes bitmap, comme la page de présentation et les décors d'arrière-plan, c'est Igor Eraskin qui a œuvré. Sachez qu'il a également travaillé sur d'autres jeux comme T-UFO, Petaco 5, Mazinger Z, AM Arena ou Shovel Adventure qui a été développé sur un ordinateur très obscur, peu répandu dans le monde qui s'appellerait l'Amstrad CPC et qui est encore utilisé de nos jours par une sorte de secte très étrange dont les membres seraient en totale abstraction au scrolling hardware et à la musique à base de SID. Il paraîtrait même qu'ils apprécient se faire décoller la rétine en fixant des écrans affichant des couleurs excessivement flashy. C'est vraiment très bizarre, mais bon, ceci est un sujet épineux et je préfère ne pas trop en dire. Blague à part, sachez mes petits loulous que Shovel Adventure est un très bon jeu et qu'il a terminé premier au CPC RetroDev 2021. Alors félicitations aux développeurs. Allez, on referme la parenthèse et on retourne à notre sujet. Revenons à Street Fighter. C'est Narciso Quintana qui a composé toutes les musiques du jeu ainsi que les effets sonores. Street Fighter 2 Champion Edition est terminé à environ entre 90 et 95%. Actuellement, Paco est en train de corriger les derniers bugs et d'améliorer l'intelligence artificielle. Il lui restera à faire le manuel du jeu et peut-être des stages bonus. Le jeu sortira, si tout va bien, en janvier 2022 au format cartouche Océan 512K, compatible avec les cartouches Easy Flash 3, 1541 Ultimate 2 et Kung Fu Flash. Je ne sais pas pour l'instant où et comment il sera disponible, mais je vous en tiendrai informé dès que possible. Sarah Jane Avery est toujours dans le feu de l'action. Elle est tout simplement incroyable. Après nous avoir terminé son magnifique RPG Briley Witch Chronicles, duquel je n'arrive plus à décrocher et dont elle est déjà sur une suite,
elle est en train actuellement de travailler sur une version spéciale Noël de son célèbre shoot'em up Soul Force, qu'elle a rebaptisé pour le coup Snow Force. Les différents niveaux seront complètement modifiés dans un style graphique et des mélodies sur le thème de Noël. Le jeu est gigantesque, avec énormément de niveaux, tous très différents. D'après Sarah, Snow Force n'est pas qu'une version restylée de Noël, car le jeu a subi quelques améliorations, comme par exemple le deuxième bouton du joystick qui est à présent reconnu et utilisé pour le changement d'arme, ou encore des objets qui ont été ajoutés et que l'on pourra collecter pour gagner des bonus de points supplémentaires à la fin des niveaux. Cerise sur le gâteau, la codeuse a décidé de vous faire un joli cadeau pour Noël. Snow Force sera disponible pour Noël au prix de 0 € mes petits loulous. Et il sera en téléchargement gratuitement sur sa page itch.io. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Sarah. Il y a déjà quelque temps, je vous avais déjà rapidement parlé de Babylon's Ark quand il était encore en développement. Aujourd'hui, le jeu est terminé et c'est avec le très sympathique Martin, aka Logiker, un des développeurs du jeu avec qui j'ai pu discuter afin de vous apporter quelques informations sur la fabrication du jeu. Petit rappel, dans ce jeu, vous êtes Sam Fox, un jeune technicien à bord d'un gigantesque vaisseau spatial, dernier espoir de l'humanité qui a dû fuir la Terre pour un monde meilleur. Malheureusement, le voyage est très long et le vaisseau commence à subir quelques avaries. Il penche dangereusement à bâbord. Avec le temps, certains composants tombent en panne et les robots chargés de la maintenance du vaisseau se retrouvent incapables de réparer certaines pannes. C'est maintenant à vous de trouver des solutions pour aider les robots à trouver les pièces de remplacement afin de réparer le vaisseau et pouvoir reprendre le grand voyage. Pour cela, vous allez devoir chercher partout dans le vaisseau, parler aux passagers, aux androïdes, dont certains devront être réinitialisés pour fonctionner, fouiller les poubelles, rendre des services, etc. Le problème, c'est que la plupart des humains à bord du vaisseau sont devenus de plus en plus fainéants et passent leur temps à flâner, à jouer ou à pêcher. Et oui, il est possible de pêcher dans cet immense navire spatial grâce à l'holodeck. Bref, votre tâche ne sera pas aisée et vous allez voir, certains passagers prennent parfois plaisir à vous faire tourner en rond. Martin m'a précisé que le jeu avait été commencé lors d'un Game Jam, plus précisément la KLU Jam 2021, où il fallait faire un jeu en 48 heures avec un thème imposé qui était combinaison inhabituelle. Très rapidement, une équipe a été formée et ils ont commencé à réfléchir sur leur projet. Le Game Jam se déroulant en ligne, ils se sont servis de Discord pour communiquer entre eux et partager leurs projets. À l'exception du code et de la musique, toutes les phases de conception du jeu ont été faites en équipe. Cette équipe est composée de Will, qui s'est occupé du codage, de quelques graphismes et d'une partie de l'histoire, de Roman, qui a fait la musique, des graphismes, aussi une partie de l'histoire, de Marsha qui s'est occupée de l'histoire et des textes, de Holly pour la relecture, de Margareta pour l'illustration de la page itch.io du jeu et de Martin qui lui s'est occupé des graphismes, de la conception globale du jeu, de génération de code et de la coordination du projet. La conception du jeu n'a pas été sans problème. Le système de dialogue fonctionnait à merveille, mais l'écriture des dialogues dans un format correct était difficile. Martin a dû créer un tableau en ligne sous Google Sheets avec des scripts sophistiqués pour pallier à ce problème. La gestion de la mémoire pour la musique et les graphismes a pu être gérée correctement par Will, mais la mémoire restante pour les dialogues a vite été insuffisante. Heureusement, grâce à Martin et son script, le problème a été résolu et l'équipe a pu ainsi ajouter tout le texte qui était prévu sans problème.
J'ai demandé à Martin si une suite à Babylon's Ark était prévue. Il m'a répondu que pour l'instant il n'était pas question d'une suite, mais il m'a précisé qu'il fallait s'attendre à peut-être voir débarquer un de ces jours d'autres jeux basés sur la même mécanique mais avec des histoires différentes. Babylon's Ark est sorti en édition physique chez Bobber Games dans une édition sur le thème de l'espace au format cartouche avec des jeux comme Flying Saucers, un jeu qui me fait énormément penser à Arrière Attack de chez Durel Software, que j'avais eu à l'époque et que j'adorais, sauf que là, il faut lutter contre une invasion de soucoupes volantes. Space Firehawk, qui est un pur shoot'em up dans lequel vous allez pouvoir upgrader votre armement entre chaque niveau. Il y a 12 types d'ennemis différents, des boss, des power-ups et un niveau de difficulté très bien dosé. Le quatrième jeu de cette compilation est Space Planters, que l'on pourrait qualifier de jeu de stratégie-réflexion, un peu comme un jeu d'échecs mais avec de l'aléatoire. Le but du jeu est d'assembler des objets primaires entre eux pour les faire évoluer. Ici, les objets primaires sont des panneaux solaires et une fois que vous en aurez un groupe de 3, ils se transformeront en un module satellite qui, une fois que vous en aurez créé 3, se transformeront en laboratoire spatial, puis en station spatiale, puis en station à plusieurs étages pour au final se transformer en un énorme complexe d'habitation. Dans l'espace, tout le monde le sait, il y a aussi des aliens et eux aussi sont soumis aux mêmes règles que vous ou presque, puisqu'ils ont juste besoin d'être bloqués pour passer à leur première étape de transformation. Ensuite, ça sera la même chose puisqu'une fois transformés en un petit appareil alien, il leur en faudra 3 pour devenir un plus gros vaisseau et 3 gros vaisseaux pour devenir une cité alien spatiale. Dans l'espace, il y a aussi beaucoup de débris comme des rochers par exemple. Eh bien 3 rochers vous donneront une planète naine. Quand vous réussirez à placer 3 planètes naines l'une à côté de l'autre, elles se transformeront en une planète tellurique pour finalement devenir une planète habitable. Vous aurez la possibilité aussi de pouvoir faire le ménage grâce aux bombes, mais elles vous seront proposées aléatoirement, comme toutes les autres pièces du jeu d'ailleurs. Le but du jeu est de créer autant de structures de haut niveau que possible, ceci afin de marquer le plus de points possible. La partie se terminera quand toutes les cases de l'échiquier seront occupées. Quand il était enfant, Luca Carminati est tombé littéralement amoureux des jeux d'arcade comme Dig Dug, Girus, Toutankhamon ou Miss Pac-Man. Je vous avais déjà parlé dans les news du remake de ce dernier baptisé Lady Pac, qui est d'ailleurs un très bon jeu avec lequel j'avais pris beaucoup de plaisir à jouer. Eh bien sachez que Luca récidive cette fois-ci avec un clone de Bagman, le célèbre jeu d'arcade français de chez Valadon Automation, sorti en 1982 sous le nom de Le Bagnard dans sa version originelle. Le but du jeu est de récupérer tous les sacs d'or disséminés un peu partout dans la mine, de les ramener à la surface pour les déposer dans une brouette. Mais il faudra être vigilant car des gardiens surveillent les galeries. Les seules adaptations de ce jeu que j'ai connues sur C64 étaient Bagitman, qui fut rebaptisé Murphy pour être distribué chez Monaco Computing Corporation, qui n'était pas une réussite au niveau du gameplay. Lorsque l'on utilise une échelle pour accéder à une galerie à l'étage supérieur par exemple, il fallait être exactement face à l'entrée au pixel près et on perdait un temps fou à essayer de bien se positionner, ce qui laissait le temps aux gardiens de nous rattraper. Il y a eu aussi Gilligan's Gold de chez Océan. Comment vous dire, ce jeu aurait pu faire partie des listings de jeux à taper que l'on trouvait dans certains magazines d'époque tellement il était mauvais. Bref, revenons à cette nouvelle version qui vient d'arriver sur C64 et qui rend enfin justice à la borne d'arcade d'origine. Le gameplay est aux petits oignons et on ne galère pas pour aller d'une échelle à une galerie. Ça répond parfaitement bien aux commandes du joystick. Luca a réalisé ce jeu tout seul de A à Z. Le codage, les graphismes, les musiques ainsi que les bruitages. Il m'a confié que la partie qui lui a donné le
plus de difficultés étaient les routines de gestion des objets que l'on peut utiliser, comme par exemple les sacs ou la pioche qui peuvent être ramassés et déposés ailleurs. Ces routines nécessitent plusieurs cycles machine, ce qui, avec celle utilisée pour le scrolling, risquait de ne pas lui permettre de réaliser un jeu fluide à 60 fps, notamment sur les modèles NTSC où évidemment les cycles par image disponibles sont inférieurs à la version PAL. Bagman Comes Back comporte 8 niveaux complètement inédits, de quoi vous occuper pendant un bon bout de temps, surtout que malgré la possibilité de choisir son niveau de difficulté entre easy, normal ou hard, ce jeu vous donnera du fil à retordre même en mode easy, croyez-moi. Bagman est disponible gratuitement sur itch.io avec l'option Name Your Own Price. Pour finir, j'ai demandé à Lucas s'il avait d'autres projets de jeux sur C64. Il m'a confié qu'il n'en savait rien pour l'instant, mais qu'il avait quand même quelques idées qui lui trottaient dans la tête. Affaire à suivre donc. Vous trouverez le lien de téléchargement, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour l'AC 2021, comme si vous y étiez mes petits loulous. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ordinateurs, même s'il y a quand même quelques consoles de jeux par-ci par-là. Beaucoup de Commodore quand même. J'ai trouvé perso que la marque Commodore était très bien représentée, même si quelques Amstrad étaient présents, il faut bien l'avouer. Et les copains aussi, il y avait Stéphane au milieu, à droite c'est François et à gauche Christophe. Christophe qui avait ramené son PET, Commodore PET que l'on voit là. Ensuite il avait ramené un autre Commodore 64 qu'il avait fait lui-même, plus un C64C. Ensuite on avait de l'Amiga 500, plein de Commodore quand même. Un petit Amiga 1200, tranquillou, voilà, avec le workbench. Sur la droite ici, un CD32 avec un clavier. Le Commodore 128 avec 2 lecteurs de disquettes. Ici, c'est le matos de Stéphane qui avait ramené son One Bus qui permet de dialoguer entre n'importe quel lecteur de disquette et n'importe quel ordinateur Commodore. Ici, nous avons mon stand avec l'Ultimate 64. Le SX64 et le Commodore 128D. Et ici, nous avions le stand de Cyril qui était venu nous présenter Octopus et le stage 4 en avant-première de Toki sur Amstrad CPC. Ici, ça m'a tout l'air de travailler sur une Game Gear. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ici, un superbe TI-99 de Texas Instruments. Voilà, encore un Amstrad ici, avec un superbe autocollant Micromania. Encore un Commodore 64 avec Soul Force, le jeu de Sarah Jane Evory. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, une ColecoVision. Très bonne console. Là ici, c'est Eric qui est en train de coder. Il a sorti des jeux sur Sega Master System, sur Coleco, sur MSX. Des super jeux d'ailleurs, je me suis éclaté d'ailleurs avec le jeu qui tourne actuellement, que vous avez vu là sur la Sega Master System. Et oui, et là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le côté, il y avait une petite boîte avec un superbe jeu mécanique dedans, vous le verrez après peut-être. Là encore de l'Amstrad, il y a un MSX2, je crois que c'est un MSX2 ça, je pense. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas spécialisé en MSX, mais il me semble. Encore une Jaguar, avec plein de jeux. De l'Amstrad, avec un jeu Titus Fire and Forget. J'y ai joué sur Amiga ce jeu. Et là on peut voir la belle boîte du jeu de Eric, le jeu mécanique Terra Hits, un clone de Space Invaders. Là on a un superbe STE, méga STE. De l'Amstrad, oh là là, Hector HR+, superbe machine. Et là, juste à côté, un VG5000, ça discute codage, et là on voit Eric Safar justement qui est en train de discuter.
Eric Safar qui a sorti il y a très peu de temps le fameux Athanor 2 sur Amiga, dont on voit justement la boîte là. Superbe jeu d'aventure avec des graphismes magnifiques. Là on dirait un tracker, je pense que c'est un tracker un peu comme Sound Tracker. Alors regardez ici l'affaire du siècle. Un superbe ordinateur Apple, vendu 25 € mes petits loulous, pas cher du tout. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, un Hector. Alors là, c'est le stand de Henri qui avait ramené pour le coup son Hector. Un Hector très rare, puisque comme vous pouvez le voir, regardez, il s'agit de l'Hector HRMX, qui est une véritable rareté. Malheureusement, il ne l'a pas mis en marche là, mais il fonctionne très bien. Alors ici, la Vectrex avec la fameuse cartouche qui permet de faire tourner les jeux d'arcade vectoriels d'époque. Superbe aussi. Et là, en fait, on voit les réalisations de NTRS, qui est Guy Mill, qui nous présente ses impressions 3D. J'ai d'ailleurs discuté longuement avec lui et c'est une personne qui est tout simplement passionnante, qui a vécu plein de choses intéressantes dans sa vie. Là, on peut voir un Amstrad CPC avec Puzzle Bubble qui est en train de tourner. C'est Redbug qui a fait ça, qui était venu et qui était présent. C'est Redbug qui s'est occupé des codes et du graphisme. Il a travaillé avec une autre personne qui s'appelle Shan, qui lui s'est occupé de la musique. Il faut bien avouer que cette version est plutôt sympa. Là, ici, debout, on retrouve Eric Safar en train de discuter avec Rico59. La personne à droite, désolé, mais je ne l'ai pas reconnu. Là, on a Eric Damin et Papy CPC. Coucou Eric, sûrement en train de manigancer quelque chose. Ici, on a Redbug en orange, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai montré son travail sur Amstrad. Il est en train de développer le Puzzle Bubble. Voilà, une petite vue d'ensemble. Dans le fond, là, c'était mon stand. Et là, on voit Cyril qui fait semblant de prendre des photos de ses Amstrad, mais je l'ai vu, en fait, il prenait des photos de mes Commodore. Mais chut, hein, faut pas le dire. Et là, c'est Ricolaos avec qui j'ai passé pas mal de temps. On s'est bien éclaté et c'est vraiment une personne super sympa. Et ouais, on a bien rigolé à la convention, on s'est bien chambré aussi. Voilà, donc c'était l'AC 2021. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Et je vous donne rendez-vous également le mois prochain pour les news du Commodore 64 de décembre, mes petits loulous. En attendant, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi, pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.
Bye.